Madame la Présidente, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, Monsieur le Président de la Chambre des notaires de Paris, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Monsieur le Président de la Conférence générale des juges consulaires de France, cher Bernard Cazeneuve, dont je ne sais plus si je dois l'appeler Monsieur le Premier ministre ou Monsieur le Président, depuis... Mesdames et Messieurs, quand on aime le droit, en général, on aime lire. En général. Disons que ça aide. Et quand on aime lire, en général, on aime les grands auteurs. Pas tous, mais quelques-uns. Évidemment, je ne sais pas pourquoi je dis évidemment, mais il se trouve que quand on aime le droit et qu'on aime lire, il peut arriver qu'on aime Victor Hugo. Ouais. Et quand on aime le droit et Victor Hugo, on connaît ce beau texte qui figure, je crois, dans Actes et Paroles et qui s'intitule « Le droit et la loi ». C'est un texte qui, vous le verrez rapidement, est plus hugolien que juridique, mais dans lequel on trouve cette formule que je veux citer devant vous, qu'on jette les yeux sur les êtres créés, la quantité de droit est adéquate à la quantité de vie. Voilà, je me disais que ça ferait un effet, mais je ne suis pas déçu. Alors, que la quantité de droit soit adéquate à la quantité de vie, c'est évidemment vrai pour vous, puisque vous y avez consacré une vie étudiante, une vie professionnelle. C'est un peu mon cas aussi, vous l'avez dit, Madame la Présidente. La quantité de droit que j'ai pratiquée n'est pas totalement adéquate à la quantité de vie, mais le droit y a toujours occupé une place privilégiée. Au début de ma carrière professionnelle en tant que juge administratif, un peu plus tard en tant qu'avocat, et puis depuis longtemps aussi en tant qu'élu local ou national, puisque après tout, quand on est adjoint à l'urbanisme d'une grande ville, ou d'ailleurs d'une ville tout court, on fait beaucoup de droit. Quand on est parlementaire aussi, d'ailleurs. Aussi. Et quand on est Premier ministre, on en fait beaucoup aussi. Toujours dans le texte que j'ai cité, Victor Hugo écrit que la vie et le droit sont le même phénomène, leur superposition est étroite. Et je ne pense pas utile de rappeler ici à quel point le droit fonde notre vie démocratique. Je voudrais vous faire part des réflexions d'un esprit qui est très brillant, très original et très reconnu, puisqu'il s'agit du prix Nobel d'économie Douglas North. Alors j'ai bien conscience du risque que je prends en citant un économiste chez des juristes. Mais rassurez-vous, il m'arrive de citer des juristes chez des économistes, et ça produit toujours aussi son petit effet. Douglas North a consacré une partie de sa vie et de sa vie intellectuelle à travailler sur les raisons à l'origine des divergences entre les rythmes des croissances de pays. Et pour lui, un des facteurs clés, ce sont les institutions, entre guillemets. Et parmi ces institutions, il cite le droit. Parce que le droit, c'est la stabilité, c'est la clarté, c'est la précision, c'est la confiance et c'est la paix. C'est dans le meilleur des cas ce que Victor Hugo appelait, je le cite toujours, le règne paisible de l'incontestable. Et reconnaissons ensemble que c'est là encore plus hugolien que juridique. Car le règne paisible de l'incontestable ne ressemble probablement pas tous les jours à ceux qui fait votre quotidien professionnel dans le monde du droit. Mais ce règne paisible de l'incontestable, cette confiance, cette paix sont toujours précieux et évidemment encore plus précieux lorsque nous vivons dans un monde qui est instable, qui est imprévisible. Le droit, son caractère paisible, parfois incontestable, parfois lisible, est un puissant vecteur d'influence et d'attractivité, en particulier quand on raisonne sur des décisions qui impliquent le long terme, des investissements. Le fait que vos rencontres d'aujourd'hui se tiennent
dans un lieu où, il y a quelque temps, on échangeait des actions plus que des idées, n'est probablement pas le produit du hasard, et il traduit bien qu'au fond, cette question du monde du droit est une question liée au monde et à l'environnement de l'économie. Le droit, pour paraphraser Horace, est in media res, c'est-à-dire au milieu des choses, à tel point que, comme pour l'environnement, vous avez consacré à ce droit un Grenelle, enfin 2 Grenelles en l'occurrence. Les systèmes juridiques sont, nous le savons, en concurrence. Je ne sais pas si nous avons toujours été à la hauteur des enjeux dans ce domaine et à la hauteur de nos ambitions, et il est vrai qu'aujourd'hui notre pays figure. Il n'est pas exactement en tête des classements internationaux, pour le dire comme ça. Alors ces classements valent ce qu'ils valent, on peut en penser ce qu'on veut. Enfin, ils sont regardés. Mais ils sont souvent regardés de près. Et donc il faut en tenir compte. Ceux qui créent ces classements ne comprennent peut-être pas toujours les subtilités de notre droit. C'est même assez probable. Et peut-être d'ailleurs ne les comprenons-nous plus toujours nous-mêmes. Mais nous devons assumer nos responsabilités. Si ces classements ne nous sont pas toujours très favorables, c'est peut-être parce que notre droit n'assure pas assez sa fonction fiduciaire, qu'il n'inspire pas assez confiance, chez ceux qui savent et chez ceux qui ne savent pas, qu'il est parfois trop complexe, parfois trop instable, qu'il crée des contraintes inutiles ou en conserve des obsolètes. Et en disant cela et en le disant tranquillement, je vous garantis que je prends ma part de responsabilité dans ce résultat, que ce soit dans ma vie antérieure de juge administratif, où j'ai pu observer le raffinement intellectuel considérable et la forme de jubilation intellectuelle, il faut bien le reconnaître, à toujours préciser, enrichir, développer des jurisprudences procédurales ou même de fond, en perdant parfois, j'en vois qui voient assez bien à quoi je fais référence, en perdant parfois de vue l'utilité brute, et je dirais même d'une certaine façon la justice qui peut s'attacher à une grande stabilité du droit, à une grande prévisibilité du droit. Peut-être un peu moins raffiné, voyez-vous, mais un peu plus clair, un peu plus stable. Ça a aussi son avantage, ses avantages, et je crois que vous le savez tous. J'en prends ma part de responsabilité comme juge administratif, je veux bien aussi m'en prendre ma part de responsabilité comme législateur, car il est vrai, tous ceux qui l'ont abordé le savent, je parle sous le contrôle de Bernard Cazeneuve, le processus législatif tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne garantit pas à l'expression de la volonté générale la clarté, la concision, la netteté qu'elle est en droit d'espérer. Les lois sont trop longues, elles sont souvent bavardes, enfin bon, bref, vous le savez parce que tout le monde l'a écrit et le dit depuis très longtemps. Et ce n'est pas à la malveillance des parlementaires qu'il faut en vouloir ou à l'incompétence des gouvernants. Le simple fait est que le monde est de plus en plus compliqué, les attentes de plus en plus diverses, et que la loi, voulant répondre à chacun, finit par être souvent incompréhensible par tous. D'où la nécessité non de détricoter nos règles, encore moins d'en revoir l'ambition, mais d'essayer de les adapter à cet univers concurrentiel. Autrement dit, d'en conserver la singularité, tout en leur redonnant clarté, simplicité et, pourquoi pas, un peu de souplesse. C'est ce que nous avons souhaité faire en matière de droit du travail dans les ordonnances travail sur lesquelles je ne reviens pas. C'est le sens de la loi Pacte à laquelle certains d'entre vous ont peut-être contribué. C'est aussi l'engagement sur lequel je voudrais dire un mot, de mettre un terme, en tout cas de limiter au maximum, la surtransposition ou l'excès de zèle communautaire, la capacité exceptionnelle que nous avons eue et que nous continuons à avoir parfois, à rajouter de la norme à la norme
et après avoir intégré dans notre droit les obligations issues du droit communautaire, à les compléter, à les raffiner, à les approfondir, en considérant qu'elles n'étaient qu'un socle sur lequel notre imagination juridique devait pouvoir s'exprimer. Je pense que nous pouvons faire mieux en matière de surtransposition. Plus exactement, je pense que nous pouvons faire moins. Et en l'occurrence, moins sera mieux. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne faille pas aller un peu plus loin que le texte communautaire, dans un souci qui peut d'ailleurs parfois être un souci d'attractivité. Je pense par exemple à la transposition de la directive sur la protection des secrets des affaires, qui en France a donné naissance à la loi du 30 juillet 2018, qui va au-delà du traitement des contentieux ayant pour objet des secrets d'affaires. Elle comprend un important volet prévention qui permet de préserver le secret devant les juridictions et non seulement d'en sanctionner le non-respect une fois que le mal est fait. Je voudrais insister sur un autre sujet, celui de la protection des intérêts économiques de la France contre certaines pratiques que je qualifierais d'impérialisme juridique. J'ai confié au même rapporteur que celui de la loi sur le secret des affaires une mission. Cette mission, elle vise à réfléchir aux moyens de mieux protéger nos entreprises contre l'utilisation détournée de procédures ou de normes extraterritoriales. Il m'arrive d'entendre dire, ça m'arrivait auparavant, hein, mais on me le dit aussi beaucoup maintenant, que des services juridiques d'entreprises françaises choisiraient de se délocaliser à l'étranger pour que la vie interne du juriste bénéficie d'une protection de confidentialité. Quand j'entends ça, je m'interroge. Du reste, vous-même, Madame la Présidente, vous êtes interrogée dans votre propos liminaire. La mission que j'ai confiée rendra ses conclusions dans les prochaines semaines et je souhaite qu'à l'occasion de cette mission, on puisse examiner toutes les solutions sans fermer aucune porte et qu'on ne perde pas trop de temps sur ce sujet crucial sur lequel nous n'avons que trop tergiversé. Nous devons être attractifs. C'est une des lignes que nous nous sommes fixées, que ce soit dans notre politique économique ou dans notre politique fiscale. Il ne me semble pas déraisonnable d'imaginer que nous puissions en la matière être assez cohérents. La confiance, elle... Non mais c'était très bien ça. C'était très bien. La confiance, elle provient du droit, elle provient aussi du système judiciaire, un système que là aussi nous essayons d'adapter avec l'aide des professionnels. Je prendrai 3 exemples. Le premier, c'est la création des chambres internationales au tribunal de commerce et à la Cour d'appel de Paris. Vous l'aviez évoqué il y a un an dans cette enceinte, j'ai eu le plaisir d'annoncer cette création lors du sommet Choose France à Versailles. Nous avons désormais, sur l'île de la Cité, des juges qui pratiquent la langue de Shakespeare et la common law. Deuxième exemple d'adaptation, la juridiction unifiée du brevet, plus connue par les spécialistes sous le délicat nom de JUB. Tout est désormais en place pour que, dès l'entrée en vigueur de l'accord de 2012, la section parisienne de la JUB ouvre ses portes. Enfin, le projet de loi justice permettra un traitement plus rapide des petits litiges. Alors je précise bien que ces petits litiges ne sont pas des litiges de moindre importance, parce que bien souvent, ce sont des questions qui peuvent relever des questions de vie ou de mort pour des millions de PME. Mais justement, parce que ce sont des questions importantes, il peut y avoir un intérêt à y apporter une réponse claire et une réponse rapide. Ces outils, je pense en particulier aux procédures judiciaires dématérialisées, au développement des modes alternatifs de règlement des conflits, sont de nature à fluidifier le fonctionnement de la justice. Par ailleurs, le projet de loi encourage la spécialisation des juridictions, qui est une manière d'apporter des réponses rapides, certes, mais aussi qualitatives, à des contentieux qui sont souvent très complexes. Alors, quel rôle pour les professions du droit dans ce contexte ? Les métiers du droit, et je peux le dire ici sans risque, ne sont pas des métiers tout à fait comme les autres. C'est une phrase, voyez-vous, qui est vraie, mais qu'on peut utiliser dans beaucoup d'autres enceintes. Mais elle est vraie. D'abord, ils ne sont pas tout à fait comme les autres, parce qu'ils sont souvent réglementés. Ils obéissent à des règles de déontologie strictes, qu'il convient absolument de préserver, parce qu'elles sont une des conditions de la confiance que j'évoquais tout à l'heure, qui est au cœur de notre système. C'est vrai pour les auxiliaires de justice, c'est vrai pour les officiers publics ministériels, que l'État dote de prérogatives de puissance publique. Cette singularité, on la constate aussi, non pas
juridiquement, mais peut-être fonctionnellement, dans les entreprises où la direction des affaires juridiques, j'ai pu le constater à de nombreuses reprises, occupe une place un peu à part. Elle est à la fois crainte, parce que il peut arriver qu'on ait le sentiment diffus d'avoir un peu tordu les règles pour boucler un contrat ou un projet. Elle est souvent critiquée, parce qu'elle indique le chemin qu'il faut suivre, ou plus exactement le chemin dont il ne faut pas sortir, ce qui a souvent pour conséquence d'obliger à remettre sur le métier l'ouvrage engagé. Elle est parfois aimée, ça arrive, parce qu'elle vous susurre la meilleure solution et parce qu'avec inventivité, elle est capable de permettre la définition des bases saines et solides qui ensuite vont permettre à l'entreprise ou au projet de se développer. L'ensemble de ces métiers en entreprise, hors de l'entreprise, constitue un marché qui crée de la valeur et qui crée des emplois, constitue un élément d'attractivité. Sur ce marché, certains se sentent peut-être bousculés par les nouvelles technologies. D'abord, d'une certaine façon, exactement comme la phrase que je prononçais il y a quelques minutes sur le thème « Ce ne sont pas des métiers comme les autres », je vous rassure, si vous vous sentez bousculé par les nouvelles technologies, c'est pareil partout, y compris... c'est pareil partout. Les nouvelles technologies changent effectivement beaucoup de choses parce que la barrière entre le professionnel et le profane s'estompe. On a de ce point de vue-là quelque chose qui ressemble à ce que nous disent les professions médicales. La barrière entre le professionnel et le profane est en train de s'estomper. La documentation, et la documentation juridique évidemment, est disponible, accessible à tout moment et partout. Parce que des logiciels très pointus vous permettent de faire des recherches qui sont incroyablement rapides et incroyablement précises. Est-ce que ça vous permet de tout comprendre? C'est une question. Avoir accès immédiatement à l'information, même à une information bien sélectionnée, n'est pas, je crois, la garantie d'une bonne compréhension ni de la loi, ni de son esprit. Mais néanmoins, les professions se trouvent forcément chamboulées par cette différenciation dans l'accès au savoir, ou plus exactement cette indifférenciation dans l'accès au savoir, et cette capacité d'avoir accès à des solutions ou à des exemples ou à des précédents. Je ne sais pas si un jour les machines et l'intelligence artificielle remplaceront les juristes, mais personnellement, j'en doute. Parce que, bien sûr que le droit, c'est de la technique, c'est du process d'information, c'est de l'expérience, mais c'est surtout de l'humain. Parce que le professionnel, contrairement à ce qu'on pense trop souvent, et à ce que pensent trop souvent ceux qui ne font pas de droit, le professionnel ne fait pas qu'appliquer du droit. Il l'interprète, il le bouscule, il l'adapte, il le façonne. Le juge est le bouche de la loi, nous disait Montesquieu. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que seul le juge soit la bouche de la loi. Je pense que c'est une activité polyphonique, en tout cas. Le professionnel, il interprète le droit. Et il joue avec. Il s'appuie sur le droit, sur ses règles, sur ses contraintes, sur sa logique d'une certaine façon, et parfois sur ses interstices, pour concevoir des stratégies juridiques. Et d'une certaine façon, c'est un peu ça qui nous passionne tous dans le droit. Si le droit, c'était l'application toujours univoque d'une règle toujours simple, mon Dieu, on ferait autre chose. Enfin, je ne sais pas vous. Cette incroyable plasticité des notions qui pourtant, en apparence, peuvent apparaître d'une grande rigidité, cet espace de liberté qui existe dans les interstices, c'est souvent là qu'est la valeur ajoutée des juristes. La capacité d'inventivité est une incroyable richesse chez les juristes. Rigueur et imagination en même temps. C'est vrai pour l'avocat, c'est vrai pour le notaire,
c'est vrai pour l'huissier, c'est vrai pour le juge. Et si nous voulons faire une place toujours plus grande à cette dimension dans vos métiers, eh bien, il nous faut poursuivre le mouvement, c'est une des raisons pour lesquelles nous le faisons, le mouvement de déjudiciarisation de celles des affaires pour lesquelles on peut appliquer, me semble-t-il, les règles de manière plus ou moins automatique. Nous avons besoin de professionnels, de praticiens qui raisonnent en stratège, qui accompagnent, qui conseillent, qui raisonnent, et qui raisonnent aussi l'usager ou le client, qui dépassionnent les choses, qui répondent toujours mieux aux besoins du justiciable. Comment? En faisant au moins 4 choses sur lesquelles je voudrais insister. D'abord, en faisant en sorte d'intégrer dans toute la mesure du possible le numérique à leur métier. Ça ne veut pas dire que tout doit reposer là-dessus, mais il convient de piocher dans une gamme très étendue d'outils tout ce qui peut vous être utile dans votre relation avec vos clients ou avec les usagers. Beaucoup d'initiatives existent en la matière, je pense à l'incubateur du barreau de Paris, à la plateforme de médiation des huissiers de justice, au tribunal digital sur lequel travaillent des greffiers des tribunaux de commerce. Je pourrais également citer, pour ne pas faire de jaloux, les plateformes de déclaration de créances chez les administrateurs et mandataires judiciaires, l'acte authentique électronique notarié, ainsi que les initiatives que l'on voit fleurir dans la legal tech, comme on dit en français, qui permettent par exemple de créer rapidement sa société. On peut être un excellent juriste et un geek, je n'ai pas de doute là-dessus. Deuxième manière de mieux répondre aux besoins, bâtir des ponts. Si vous êtes ici, réunis, c'est que vous avez justement ressenti et exprimé cette nécessité d'en bâtir. Vous n'êtes pas les seuls. En 2015, un jeune ministre, du nom d'Emmanuel Macron, a permis aux professionnels du droit et du chiffre de se réunir dans des structures d'exercice. Pas seulement pour en partager les coûts de fonctionnement, mais aussi pour permettre de produire ou de proposer à leurs clients des prestations à 360 degrés. Ces outils existent, il faut s'en saisir, il faut les utiliser pour gagner en visibilité au niveau national, bien sûr, mais aussi européen. Et puis, rien n'interdit d'allonger un peu le tablier de ces ponts ou de ces passerelles pour réunir dans des structures communes des professionnels du droit et du chiffre, mais aussi, en fonction des spécialités, des médecins, des architectes, des informaticiens. Comme le dit Victor Hugo, la superposition du droit et de la vie est étroite. Or, toute activité a aujourd'hui toujours plus ou moins une structure transversale, d'où la nécessité pour vous, comme pour bien d'autres professions, d'acquérir et de faire appel aux compétences dont vous avez besoin pour exercer vos métiers, pour le prolonger et le compléter. Dernière passerelle à consolider, celle qui existe entre l'exercice libéral et l'entreprise, voire entre vos professions elles-mêmes. On le sait, la mobilité professionnelle est aujourd'hui un des éléments d'attractivité des filières, en tout cas pour celles et ceux qui, tout en aimant un secteur, une matière, ne se voient pas forcément exercer le même métier toute leur vie. Il y a des gens très bien dans cet état d'esprit, je vous assure. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai le sentiment que le sens de l'histoire, ou en tout cas le sens du développement de nos activités, c'est plutôt que ça devienne la norme. Et c'est-à-dire qu'au fond, on change de métier à l'intérieur des métiers du droit, voire même à l'extérieur des métiers du droit, de façon plus simple et plus rapide. Il faut donc offrir un maximum de perspectives d'évolution à tous ceux qui sont entrés et maîtrisent leur métier, mais qui veulent changer de métier à l'intérieur du monde des métiers du droit. Tout ce que je viens de dire illustre une chose que vous avez d'ailleurs parfaitement comprise, puisque je crois que vous avez échangé là-dessus ce matin, peut-être même vous ai-je interrompu. La mère de toutes les batailles, c'est comme toujours la formation. Comme toujours, là aussi j'aurais pu le dire dans d'autres assemblées. Une formation, non mais c'est vrai, une formation qui doit sans doute être plus pratique, beaucoup plus tournée vers d'autres champs, pas forcément tous juridiques. Là encore, cette évolution ne concerne pas uniquement les métiers du droit, mais tous les métiers. Je ne résiste pas au plaisir de vous faire part d'une anecdote. Il se trouve que j'ai enseigné peu de temps le droit public économique, le droit des délégations de services publics, le droit des marchés publics, bref. C'est un droit passionnant, évidemment. C'est probablement d'ailleurs le droit le plus passionnant. Et il passionnait évidemment les étudiants de master qui avaient la chance de m'avoir comme professeur.
Et c'était toujours assez difficile pour eux de comprendre au début de cet enseignement les règles de la jurisprudence sur le départ entre ce qui est un marché public et ce qui est une délégation de service public. Je reconnais que la jurisprudence est raffinée. Enfin, néanmoins, elle est raffinée, mais elle est claire, bien entendu. Pourquoi est-ce qu'ils avaient du mal à la comprendre? Pas du tout parce qu'ils n'étaient pas bons, et pas du tout parce que leur professeur n'était pas clair. Enfin, je ne crois pas. Mais pour une raison assez simple. C'est qu'assez vite, j'ai compris qu'ils n'avaient jamais fait d'économie. Jamais vu ce que pouvait être un bilan, le fonctionnement d'une entreprise, une comptabilité, enfin, jamais. C'est beaucoup plus difficile, croyez-moi, mais vraiment beaucoup plus difficile de maîtriser le droit public économique quand vous n'abordez le droit public économique que par le biais du droit, voyez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la profonde conviction qu'on ne peut pas former durablement des bons juristes en ne leur faisant faire que du droit. Je pense même que c'est contre-productif, et je pense même qu'in fine, c'est très largement insatisfaisant. Il faut donc aller chercher d'autres matières, il faut donc multiplier les expériences, y compris dans des domaines qui ne sont pas des domaines juridiques, pour faire en sorte que le droit reste une grammaire, et pas fondamentalement une fin en soi. Alors, je sais que... Je sais que les études de droit se transforment, et c'est très bien, je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire, ça n'est pas mon métier, ça n'est pas ma vocation. Mais je pense qu'il est sain, au moment où on se pose beaucoup de questions sur, par exemple, comment est-ce que les études de médecine vont être transformées. D'ailleurs, en s'interrogeant, c'est un des objectifs, c'est une des choses qui seront permises par l'abolition du numerus clausus dans la médecine, ça permettra de faire en sorte que des gens rejoignent progressivement les études de médecine, en ayant commencé dans d'autres domaines, en ayant réussi dans d'autres domaines, et en pouvant progressivement revenir vers les études de médecine ou aller vers les études de médecine au fur et à mesure que leurs appétences se précisent, que leur goût s'affine. Je pense qu'on gagnera beaucoup à faire la même chose avec le droit, même si évidemment le mécanisme est différent. Tout ce qui peut être tenté en la matière me semble précieux pour ceux qui feront du droit durablement toute leur vie et surtout pour ceux qui auront besoin de ceux qui ont fait du droit pendant leurs études et toute leur vie. Voilà, je voulais vous le dire, ça me fait bien. Je suis content de vous l'avoir dit. Cela ne vous aura pas échappé non plus. Le gouvernement que je dirige fait en sorte, en toutes circonstances, d'encourager et de développer l'entrepreneuriat. Pas seulement pour des raisons idéologiques, peut-être aussi pour des raisons idéologiques, mais pas seulement, mais parce que cette manière d'exercer sa profession et de valoriser ses talents répond à une aspiration que je crois très profonde et assez partagée. Pour vous, cela implique de réfléchir aux moyens de développer des nouvelles sources de financement, tout en respectant, et je suis bien conscient de la nécessité de les faire prévaloir, les règles issues du cadre déontologique qui s'imposent. De réfléchir également aux moyens de se différencier, de bâtir ce qu'on pourrait appeler une image de marque pour élargir, diversifier, fidéliser une clientèle. Quand je dis vous, je parle bien entendu à chacun d'entre vous, mais ce vous englobe les instances professionnelles qui ont justement pour mission de concilier la tradition, le respect des usages et de la déontologie, avec le développement de ses aspirations et de ses besoins. Au fond, c'est le but de toute transformation, et dans ce domaine, je commence à avoir à peu près un peu d'expérience. Je sais qu'il est possible à la fois d'engager des profonds changements en demeurant fidèle à des valeurs qui sont ancrées et qu'on veut défendre. Fait en sorte, en toutes circonstances, d'encourager et de développer l'entrepreneuriat. Pas seulement pour des raisons idéologiques, peut-être aussi pour des raisons idéologiques, mais pas seulement, mais parce que cette manière d'exercer sa profession et de valoriser ses talents répond à une aspiration que je crois très profonde et assez partagée. Pour vous, cela implique de réfléchir aux moyens de développer des nouvelles sources de financement, tout en respectant, et je suis bien conscient de la nécessité de les faire prévaloir, les règles issues du cadre déontologique qui s'imposent. De réfléchir également aux moyens de se différencier,
de bâtir ce qu'on pourrait appeler une image de marque pour élargir, diversifier, fidéliser une clientèle. Quand je dis vous, je parle bien entendu à chacun d'entre vous, mais ce vous englobe les instances professionnelles qui ont justement pour mission de concilier la tradition, le respect des usages et de la déontologie, avec le développement de ses aspirations et de ses besoins. Au fond, c'est le but de toute transformation, et dans ce domaine, je commence à avoir à peu près un peu d'expérience. Je sais qu'il est possible à la fois d'engager des profonds changements en demeurant fidèle à des valeurs qui sont ancrées et qu'on veut défendre. Bref, pour paraphraser un juriste, car j'étais un peu long, Madame la Présidente, que j'aime beaucoup, je veux parler de Cicéron, je dirais qu'il est du droit comme des hommes et des vins, l'âge n'aigrit jamais les bons. On m'a raconté on m'a même montré, j'ai vu de mes yeux que lorsque la Chine avait voulu se doter d'un corpus et de mécanismes pour mettre en œuvre son droit civil, son droit de la propriété, elle s'était tournée vers la France et vers le Code civil. J'en ai conçu une fierté toute napoléonienne. Mais au-delà de cette fierté napoléonienne, qui a toujours d'ailleurs presque curieuse en France, alors il faut que je me méfie en disant cela, j'y ai vu surtout la force d'un équilibre entre une sagesse, une précision, une volonté d'écrire les choses, de les poser, qui innerve notre droit depuis toujours, et une possibilité d'adaptation et d'évolution à la fois à une géographie, à une histoire, à une culture incroyablement différentes, et à des aspirations liées aux transformations numériques et aux transformations du monde extrêmement pressantes. Au fond, le droit, c'est la conjugaison des expériences apportées par chaque génération. Le droit, c'est un univers en éternelle expansion. Alors, en vous voyant réunis ici, en regardant le programme de vos rencontres, je me dis que le droit français est entre de bonnes mains et que vous allez continuer cette conjugaison. Vous allez continuer cet enrichissement, cette évolution, en ne perdant jamais rien de l'essentiel, mais en nous ouvrant sur le présent et sur ce qui suivra. Ce droit français va poursuivre son expansion, il doit continuer de rayonner, peut-être rayonner encore plus. Il n'est peut-être pas cet absolu dont souvent nous rêvons, pour reprendre les mots de Jean Carbonnier, mais il est à l'évidence cette somme d'expérience, d'innovation, d'intelligence, grâce à laquelle, et pour beaucoup d'entre vous, pour laquelle nous vivons. Je vous remercie.